Chers amis, notre association qui fête son 75e anniversaire a l'honneur et le plaisir de vous présenter Madame Gisèle Laurent. Vous la connaissez sûrement. Vous connaissez tous, bien sûr, mais je suis obligé de lui présenter. Né à Cannes, vivant à Istanbul, depuis des décennies, professeur de français du lycée Saint-Michel, puis au lycée Pierre-Lepri. Sa réputation n'est plus à faire, c'est l'auteur de nombreux livres historiques, dont la trilogie d'Istanbul. Elle intervient à la télévision, écrit des journaux, les journaux, et écrit dans les journaux. Elle vient aujourd'hui nous présenter son dernier ouvrage, Les Lascaris, Leçons de Byzance. Il s'agit de l'histoire passionnante de cette famille noble byzantine. Les Lascaris et leurs descendants, qui constituent l'une des plus anciennes et illustres familles de la noblesse comté de Nice, famille qui remonte au Xe siècle. De l'Orient à l'Occident, un pont jeté entre les deux cultures. Nous tenons tout particulièrement à remercier Madame Gisèle Laurent pour cette conférence, mais aussi l'administration de l'hôpital de la Paix pour nous accueillir si gentiment dans ces locaux. Avant de laisser la parole à Madame Gisèle Laurent, je vous prie de garder vos questions jusqu'à la fin de la conférence. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie d'être venu. Je suis très contente d'avoir été invitée et je remercie pour cela l'association culturelle France-Turquie, dont c'est le 75e anniversaire cette année, puisqu'elle a été fondée en 1949. Et je pense que ça tombe bien. Le but de l'association, c'était toujours d'entretenir des relations culturelles entre les deux pays et de cultiver l'amitié entre la France et la Turquie. Et donc, je pense que le sujet des Lascaris va un peu dans cette optique, puisque les Lascaris, c'était une famille qui habitait dans l'Empire byzantin et qui a émigré en France. Alors, dans ce qui est aujourd'hui la France, à l'époque, ce n'était pas la France. Voilà, bien précisé. Mais enfin, qui est venu dans ce qui correspond aujourd'hui aux Alpes-Maritimes, hein, c'est ma région. Donc, je vous expliquerai après plus en détail pourquoi je me suis intéressée à ce sujet. Donc, merci à l'Association culturelle de France-Turquie et en particulier à son président, M. Ayhan Köksal, pour m'avoir invité. Alors, je vais parler des... M. Ayhan a déjà introduit le sujet en disant que la famille des Lascaris, ce sont des nobles byzantins. En fait, leur nom apparaît dans les chroniques à partir du Xe siècle, mais c'est à l'époque de la 4e croisade qu'ils deviennent importants. Alors pourquoi? Parce que Théodore Lascaris épouse la fille de l'empereur byzantin Alexis. Alors, leur nom est intéressant aussi. Il y a des historiens, par exemple le dictionnaire d'Oxford, le dictionnaire de Byzance d'Oxford, dit que leur nom était issu d'un mot persan désignant un soldat et qui aurait donné en français le mot lascar, c'est-à-dire un soldat, puis par extension quelqu'un de pas très recommandable. Hein, voilà. Alors en Grèce, ils disent que ça vient du mot grec qui désigne un enseignant plutôt. Bon, personne ne détient vraiment la vérité. Donc, pourquoi on peut s'intéresser à cette famille? Parce qu'elle prend de l'importance à la 4e croisade.
il y a eu deux étapes, si vous voulez. Premièrement, les Lascaris se battent contre les croisés. Ils vont fonder l'empire de Nicée. Et puis, deuxièmement, il y a une autre étape qui sera la prise de Constantinople par Mehmed le Conquérant. Et les Lascaris, ceux qui étaient restés dans l'empire byzantin, qui n'avaient plus trop de grands rôles historiques, ont émigré en Italie, en Roumanie, en Bulgarie, aux Pays-Bas, en France, en Serbie. Et donc, on trouve encore aujourd'hui des descendants des Lascaris. Par exemple, on connaît un Janus Lascaris qui a quitté Constantinople en 1453, qui a fait la bibliothèque de Laurent de Médicis en Italie, qui était chargé de lui trouver des vieux manuscrits. Hein. On connaît aussi un Lascaris qui était espion de Napoléon lors de la campagne de Napoléon en Égypte. Mais bon, disons que, essentiellement, quand même, la famille des Lascaris s'illustre à Byzance contre les croisés. Bon, ils perdent la guerre. Théodore Lascaris part et fonde l'empire de Nicée. Puis cette famille va partir dans ce qui correspond aujourd'hui à la zone de Vintimille et des Alpes-Maritimes pour fonder une nouvelle dynastie qui va être la dynastie des Lascaris-Vintimille. Voilà. Donc c'est le sujet dont je vais vous parler. Pourquoi je me suis intéressée? Parce que ça fait ce pont entre l'Orient et l'Occident dont a parlé M. Coxon. Alors, je peux commencer par la quatrième croisade et rappeler les événements importants de la quatrième croisade, hein, parce que c'est là que les Lascaris vont s'illustrer. Je vous rappelle que la troisième croisade n'a pas réussi à reprendre Jérusalem. Et en 1198, Innocent III lance un appel à la nouvelle croisade. Alors les croisés, ils veulent passer par l'Égypte pour aller à Jérusalem. Ils ne veulent pas venir à Constantinople. Parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas très bien accueillis à Constantinople, hein, depuis le schisme entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Mais il va se passer un événement un peu intéressant. C'est que l'empereur Alexis III, l'empereur de Constantinople, c'est un usurpateur en fait, qui a détrôné son frère Isaac de Ange. Il lui a crevé les yeux et il a pris le pouvoir à sa place en 1095. Ce qui fait que le fils d'Isaac de Ange, qui portera le nom d'Alexis IV, mais en fait, il va pas régner, hein, très peu. Le fils d'Isaac de Ange va aller voir les croisés et il va leur proposer un marché. Il va leur dire, moi, si vous m'aidez à reconquérir le trône de mon père, je vous donnerai de l'argent. Alors, il leur fait des promesses folles, hein, qui ne pourra pas tenir parce que les Byzantins, en 1203, 1204, de toute façon, ils étaient ruinés. Alexis III avait vidé les caisses. Il avait même vendu les revêtements en or des tombeaux des empereurs précédents. Hein. Il s'engage à fournir aux croisés 200 000 marques d'argent, 10 000 soldats et l'entretien de 500 chevaliers en Palestine tant qu'il sera vivant. Donc c'est une promesse folle que les Byzantins ne pourront jamais tenir. Mais comme les croisés, ils ont besoin, enfin, ils ont une énorme dette envers les Vénitiens, parce qu'ils avaient acheté des bateaux aux Vénitiens, et ils avaient une dette de 85 000 pièces d'or envers les Vénitiens. Comme le jeune Alexis IV leur propose de l'argent, ils disent ben, on ne va pas en Égypte, on va à Constantinople. Et c'est comme ça que, au printemps 1203, ils entrent dans le port d'Istanbul. Et c'est là que commence mon livre avec Théodore Lascaris qui regarde les croisés entrer dans le port. Enfin, ils sont en face, hein, ils sont à Chalcédoine, ils sont à Cadiqueuil. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? J'ai oublié une étape, hein, je reprécise que Théodore Lascaris, il est devenu important parce qu'il est le gendre d'Alexis III. Il a épousé la fille d'Alexis III, Anne. Donc il a un rôle très important au sein de l'État, même si Alexis III ne l'aime pas beaucoup. Alors, je ne vais pas raconter toute la quatrième croisade, mais les croisés viennent voir Alexis III et ils lui disent rends le trône à ton neveu. Bon, évidemment, Alexis III. Il dit vous êtes fou. Hein. Et donc, en juillet de 1203, ils commencent par attaquer la ville, ils mettent le feu, ils font du chantage. Et puis, finalement, eh bien, Alexis III et Théodore Lascaris sont battus par les croisés.
parce qu'il va se passer un événement extraordinaire pour l'époque, c'est que les croisés réussissent à détacher la chaîne de la Corne d'Or. Alors la chaîne de la Corne d'Or, elle était inviolable. Beaucoup s'y sont essayés, les Russes, les Avars, les Perses, ils n'ont jamais pu la casser. Mais les croisés ne l'ont pas cassée, ils sont allés casser la tour où elle était attachée. Donc c'est un événement, quand la chaîne de la Corne d'Or, dont les maillons pesaient 14 kilos chacun, est tombée dans l'eau, les Byzantins, ils ont dit c'est fini. Parce que les croisés sont rentrés dans la Corne d'Or. Mais même le conquérant ne fera pas la même erreur. Hein. Stratégiquement, il ne va pas du tout toucher la chaîne. Il va passer ses bateaux par la terre et rentrer les bateaux par la terre au fond de la Corne d'Or. Hein, c'est comme ça qu'il a réussi, en plus avec ses canons Veredir des Capeux, à conquérir Constantinople. Hein. Donc les croisés sont dans la Corne d'Or, et on peut dire que c'est la catastrophe pour les Byzantins. Alexis III s'enfuit, et il s'enfuit avec le trésor impérial. Ce qui restait du trésor, il le prend, il part en Thrace parce qu'il part vers Tekirda. Il espère refaire une armée là-bas pour attaquer les croisés. Et Théodore Lascaris reste au début, il essaye de parlementer avec les croisés. Et il y a un nouveau personnage qui apparaît, c'est Alexis Doukas dit Murzuple. Murzuple, c'est son surnom parce qu'il paraît qu'il avait un monosourcil, il avait une sourcil très rapproché. Alors Murzuple, il avait été jeté en prison par Alexis III. Et il se trouve que, donc, une fois qu'Alexis III est parti, les croisés vont chercher dans sa prison l'aveugle Isaac II, ange qui avait été aveuglé par son frère, et ils le font sortir. Et ils sacrent ensemble Isaac II, ange qui a déjà été empereur autrefois, et son fils, le petit Alexis IV, hein, qui est un tout jeune homme. Hein. Cependant, alors là, c'est là que donc intervient un certain Murzuple, qui est l'amant d'une des filles de l'empereur Eudoxie. Et lui, il veut se battre contre les croisés. Et il va vraiment essayer de se battre à tout prix. Attendez, il faut que je reprenne mon fil parce que je crois que je suis allée trop vite. Il va essayer de se battre, mais il est battu. Et en particulier, il a volé l'icône, je la montrerai après, la Nicopéia. C'est-à-dire, il a volé l'icône très importante de l'église des 100 apôtres. Donc, il se fait battre par les croisés. C'est une catastrophe. Et entre le 9 et le 16 avril 1204, donc presque un an plus tard, les croisés ont complètement conquis Constantinople et pillent la ville pendant 3 jours. Alors, que fait Théodore Lascaris? Il s'échappe. Il s'échappe et il va à Nicée, à Iznik. Tous les Byzantins s'échappent en bateau, ils vont vers Karamürsel, ils vont vers Iznik, etc. Sauf ceux qui vont parlementer avec les croisés. Et le 12 avril 1204, les croisés fondent l'Empire latin de Constantinople. On choisit Baudouin de Flandre et de Hainaut comme premier empereur. Ça ne lui a pas porté chance. Pas du tout. Parce qu'un an après, il s'est battu contre le tsar des Bulgares et il a eu une défaite terrible contre les Bulgares. Et il a été mis en captivité, puis finalement on lui a coupé les mains et les pieds et on l'a jeté dans un trou où il y avait des corbeaux, il a été dévoré vivant par les corbeaux. La légende ajoute qu'on a fait une coupe à boire avec sa tête. Bon, ça, c'est pas sûr parce que c'est ce qu'on raconte toujours dans les mythes. Hein. Mais disons que, comme premier empereur de Constantinople latin, il a très mal fini. Alors, je voudrais revenir sur le sujet des reliques, puisque Théodore Lascaris va fonder l'Empire de Nicée, dont je continuerai après. Je me suis beaucoup intéressée au pillage de Constantinople par les croisés et aux objets qui ont été emportés. Hein, parce que Murzuple aussi a perdu la vie. Hein. J'ai oublié une étape, c'est que Murzuple, qui essayait de se battre contre les croisés, a été capturé par les croisés et il a été jeté du haut de la colonne de Théodose. Hein, donc lui est mort aussi. Il reste que Théodore Lascaris et son frère. Alors, quels objets ont pris les croisés? Parce qu'il y a eu beaucoup d'études sur ce sujet qui ont été faites, parce qu'il y a beaucoup d'églises européennes, surtout en Italie, qui possèdent des trésors des églises de Constantinople.
Alors, en particulier, la première, c'est Saint-Marc de Venise. Puisque c'est le doge d'Andolo qui dirigeait la croisade de son côté pour les Vénitiens alors qu'il avait 96 ans. Hein. Mais il est venu en personne parce qu'il avait peur que les croisades ne lui remboursent pas la dette. Donc il est venu en personne à Istanbul. Alors il est mort, il est enterré dans Sainte-Sophie. Hein, puisque quand il est mort, c'était l'Empire latin de Constantinople et ils ont enterré le doge dans l'église. Il est en haut et on voit une plaque avec Éric d'Andolon, Érico d'Andolon, dans Sainte-Sophie. Oui, donc ce sont essentiellement les Vénitiens qui, comme les croisés avaient des dettes, ils prennent la majorité du butin de Constantinople. Alors vous devez connaître l'essentiel. L'essentiel, d'abord, il y a les chevaux de l'hippodrome qui sont sur la façade de Saint-Marc de Venise. Il y a les 4 tétrarques en porphyre rouge qui sont sur la façade de Saint-Marc. Il y a les piliers de l'église de Saint-Polyocte d'Axara qu'on est en train de fouiller actuellement. Hein. Il y a un énorme chantier archéologique à Aksaray, à l'église Saint-Polyeucte. Et en fait, on se rend compte que l'église, il y a beaucoup de restes. En particulier, ils ont trouvé un souterrain extraordinaire qui, paraît-il, est comme s'il avait été construit il y a un tout propre et tout. Voilà. Et donc, ces piliers de l'église Saint-Polyeucte, en Italie, on les appelle les piliers de la vie. Ils sont ornés de pampres, de vignes, de grappes de raisin, et ils sont de la façade de Saint-Marc. Qu'est-ce qu'il y a encore, bien sûr? Il y a des objets extraordinaires. Alors, attendez. Alors, bon, ça, c'est pas du tout mon sujet, ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, alors, j'ai du mal parce que je vois pas les lieux, les objets byzantins. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Hein. Quelques exemples. Par exemple, le calice des patriarches. Il est à Saint-Marc. C'est une des plus belles coupes du monde chrétien. Elle est en sardoine. Elle représente tous les patriarches, vous voyez, avec de l'or, des perles. Enfin, c'est considéré comme un des plus beaux objets religieux. Ça, c'est l'église des Saintes Apôtres, l'église byzantine des Cinq Apôtres, représentée en 1150. Aujourd'hui, elle a été détruite par un séisme et aujourd'hui, à sa place se dresse la mosquée de Fatih. C'est pour ça qu'il y avait des gens qui auraient voulu, c'est pas possible, mais creuser sous la mosquée de Fatih parce qu'il y a sans doute les tombeaux de Constantin et tout qui étaient là. Hein. Mais bon, ils ont été, de toute façon, ils ont été pillés pendant la 4e. Tous les tombeaux ont été pillés. Donc, il reste sans doute pas grand-chose. Ça, c'est par exemple un encensoir qui est énorme, hein, qui est en or et en argent. Ça, c'est l'archange de Saint-Michel qui est à Saint-Marc. Ça, c'est la Nicopéia. Alors, la Nicopéia, c'est une des icônes byzantines les plus importantes. Il y avait la Madone des Odèges, la Vierge des Blachernes et la Nicopéia. Celle-là, c'était la protectrice des légions. Quand Byzance était attaqué, on la promenait sur les remparts. Et donc, Murzuphla a essayé de l'emporter. Et puis finalement, c'est le doge d'Andolo qui l'a mis dans un bateau et qui l'a emporté à Venise. Je le raconte d'ailleurs. Je me suis beaucoup intéressée à ce sujet. Et donc, je le raconte dans mon roman. Et puis ça, c'est la couronne d'épines. Alors ça, c'est une relique. Je vous rappelle brièvement que quand Hélène, la mère de Constantin, adopte le christianisme, elle va à Jérusalem chercher des reliques. Elle ramène des bouts de la vraie croix, elle ramène la couronne d'épines, elle ramène la pierre de la flagellation qui est au patriarcat orthodoxe athénaire, etc., etc. Et la couronne d'épines, où elle est ben ça alors, ben qu'est-ce qui se passe? Je vois pas ce que c'est pas sur mon écran. Non, non, mais je vois pas ce que je fais, je suis désolée, voilà. Faut pas toucher. Alors la couronne d'épines, elle a une histoire extraordinaire. Hein. Elle faisait partie de la chapelle Notre-Dame du Phare, c'est-à-dire la chapelle de l'empereur.
dont le gardien était Nicolas Mézarites. C'était le gardien des reliques. Lors de la 4e croisade, les croisés, bien sûr, ça n'en part. Seulement, ils ont besoin d'argent. Une fois qu'ils ont fondé l'Empire latin, ils n'ont plus d'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Il donne en gage à un Vénitien qui leur prête de l'argent. Et puis, comme ils ne peuvent pas rembourser leurs dettes, le Vénitien, le banquier, entre guillemets, vénitien, vend la couronne à Saint-Louis, le roi de France. Saint-Louis, il achète cette couronne pour une fortune qui représentait tout le budget de l'État de France pendant une année. Il achète aussi un bout de la vraie croix, etc. Il fait construire à Paris, pour mettre ses reliques, et surtout la couronne d'épines, il fait construire la Sainte-Chapelle, qui est une des merveilles de Paris. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vue, c'est vraiment, elle est toute en vitraux, c'est une merveille. Et maintenant, elle est à Notre-Dame. Ça a été le premier objet que que les pompiers sont allés sauver en 2019 quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame. La première chose qu'ils sont allés enlever, c'était la couronne d'épines. Hein. Voilà. Donc voilà, donc ces reliques ont une histoire passionnante. Il y a beaucoup de grands historiens, surtout du XIXe siècle, qui ont étudié les registres, parce que les Vénitiens, ils étaient très méticuleux. Ils écrivaient sur les registres tous les objets qu'ils emportaient d'Istanbul. Et donc, on peut retrouver la trace de... Il y a eu au moins 3 livres au XIXe siècle sur les objets, le Contrian, Jean Ebersold. Et puis, plus récemment, en 2005, il y a Yannick Durand et Bernard Fluza, Paris, qui ont publié un livre qui s'appelle Byzance et les reliques du Christ, où ils essayent de faire la synthèse. Ils voudraient faire un catalogue pour arriver à retrouver justement la trace de tous les objets partis de Constantinople et faire un catalogue complet avec toutes les églises européennes. Voilà. Donc, je peux dire que moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée. Je me suis un peu lancée sur la trace des reliques grâce à mon roman. Hein. Voilà. Et donc, l'Empire latin va durer jusqu'en 1261. Mais parallèlement, Théodore Lascaris fondait l'Empire de Nicée. Donc, je retourne vraiment au Lascaris même. Nicée, c'est une ville très importante. Iznik, aujourd'hui, c'est une ville très importante parce qu'il y a eu en 325 le premier concile du christianisme. C'est le concile où on a condamné ce qu'ils appelaient l'hérésie Darius d'Alexandrie, qui disait que le Christ avait été créé par Dieu à partir du néant. Alors que la doctrine de Nicée, c'était que le Christ était consubstantionnel à Dieu son Père. Donc, c'est un concile réuni pour condamner la doctrine d'Arius d'Alexandrie. Il y a eu aussi le 7e concile de Nicée en 787, où on a condamné l'iconoclasme. Donc, c'est une ville très importante pour l'histoire du christianisme en général. En fait, au XIe siècle, la ville a été conquise par Suleiman Shah, puis elle a été reprise par les Byzantins, et finalement, elle a été définitivement conquise par le sultan Oran. Ce qui fait qu'elle est devenue une ville ottomane, très célèbre encore, pour une autre raison, c'est parce qu'on y fabriquait les faïences d'Iznik qui ont servi à orner les grandes mosquées comme la mosquée bleue au Rustem Pacha. Hein. Les faïences d'Iznik sont très très célèbres dans le monde entier. Voilà. Donc c'est une ville qui est de toute façon est très importante, même si aujourd'hui quand on y va, on est un peu déçu parce que on voit beaucoup de ruines, hein. On trouve plus grand chose de. Mais c'est quand même passionnant d'aller à Iznik. Voilà. Donc qu'est-ce que je dis? L'empire de Nicée, il a 4 empereurs. Théodore Lascaris. Et puis, comme ces 2 enfants meurent sans doute de maladie, enfin, c'est ce que je dis dans mon roman, c'est une hypothèse, parce que Ange meurt en même temps que ses 2 fils. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Hein? La mère et les 2 enfants qui meurent ensemble, c'est sans doute une épidémie. C'est comme ça que je l'ai interprété dans mon roman.
Et donc, comme il n'a plus de fils, il marie sa fille Irène à Jean Vatatzès, qui va devenir le deuxième. Jean Vatatzès a un fils qui est Théodore II, que l'on connaît comme un roi philosophe, mais aussi pour sa cruauté. Il n'a régné que 4 ans, mais il n'était pas très, très sympathique, même s'il se disait euh, roi philosophe. Et le quatrième, c'est Michel, paléologue. Michel VIII, paléologue. Alors, il se trouve que euh, pendant le règne de l'avant-dernier empereur Théodore II Lascaris, je vous ai dit, il n'est pas très sympathique et il persécute les grandes familles, en particulier les paléologues. Et il a même failli tuer Michel Paléologue. Donc Michel Paléologue ne l'a pas oublié. Hein. C'est-à-dire que Théodore de Lascaris meurt d'une crise d'épilepsie. Ils étaient épileptiques. Hein. Vatatzès et son fils étaient tous les deux épileptiques. Donc Théodore de Lascaris meurt d'une crise d'épilepsie et Michel Paléologue en profite. Il tue le régent qu'on avait donné pour le petit garçon, le fils de Théodore de Lascaris. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que il va se faire couronner. Il devient lui-même régent du petit empereur qui s'appelle Shukar, qui n'a jamais régné. Et il va se faire couronner en même temps que lui à Nymphaïon, c'est-à-dire à Kemal Pacha. Et puis il sera recouronné en 1261 à Constantinople quand il a repris la ville. Donc, c'est lui qui reprend Constantinople au latin. Et il en profite pour prendre le pouvoir. C'est aussi un usurpateur. Hein. Il fait aveugler le petit Jean IV le jour de son anniversaire. Jean IV, il croyait qu'on allait lui fêter son anniversaire, puis en fait, on est venu pour lui arracher les yeux. Hein. Voilà. Il fait aveugler Jean IV et il se fait recouronner Constantinople après son couronnement à Nicée. Donc, c'est là que va rebondir un peu l'histoire des Lascaris, parce que Michel Paléologue, pour reprendre Constantinople, il s'est fait aider par les Génois. Alors, pourquoi est-ce que les Génois se sont battus contre les Latins? Parce que les croisés les avaient complètement écartés du pour faire des miliciens, hein, qui étaient très importants dans la croisade. Donc, les Génois, quand ils ont su que l'Empire latin était affaibli et que Michel Paléologue allait tenter une action pour reprendre, ils ont dit ben, on les aide. Et ils ont envoyé des milices. Et dans ces milices, il y avait un capitaine qui était le comte de Vintimille. Et c'est là que la famille des Lascaris va basculer et va aller à ce qui est aujourd'hui la France et l'Italie. Donc, Michel Paléologue a repris Constantinople au latin. Ils refont l'Empire byzantin, d'ailleurs ce seront les paléologues qui vont régner jusqu'à la chute de Byzance en 1453. Les paléologues vont diriger l'Empire byzantin. Et que je n'oublie rien, il va commencer une nouvelle épopée. Donc, Michel Lascaris s'installe comme empereur, il se fait couronner, et il veut se débarrasser des Lascaris, parce qu'il a fait aveugler le petit empereur, mais il y a la fille, il y a la princesse impériale Eudoxie Lascaris. Et celle-là, ça l'embête beaucoup, parce que si elle se marie avec un noble byzantin, ils peuvent prétendre au trône de Byzance. Donc il faut absolument se débarrasser de cette Eudoxie. Et donc il va la marier, tout simplement. Elle a 14-15 ans, il va la marier avec le comte de Vintimille, Guillaume-Pierre de Vintimille de Tente. Et c'est comme ça qu'on va avoir une nouvelle dynastie des Lascaris qui va se fonder à Nantes. Parce qu'elle part avec son mari. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle part. Il faut que je vous montre où, parce que là, maintenant, j'ai. Attendez. Les lieux du roman. Il faut que. On part dans les Alpes, à ce qui correspond, je ne sais pas ce que c'est tout ça, aujourd'hui aux Alpes-Maritimes. Alors, déjà, je voulais montrer, j'en profite avant d'aller attendre, pour faire un petit bilan
sur les lieux du roman et de l'histoire de Lascaris. Le palais des Blachern, qui a été restauré il y a quelques années, on l'appelle Palais de Constantin Pamphirogenès, c'est le dernier bâtiment qui reste de l'immense palais des Blachern. Je vais vite, hein. Le palais du Bucco-Léon, qui est en restauration actuellement, qu'on peut visiter. Ça, c'est le lion du Bucco-Léon. Ça, c'est dans le Pantocrator, Zeyrek, la mosquée de Zeyrek, l'intérieur de Zeyrek, Sainte-Sophie, les murailles où ils se sont battus, la porte dorée de l'empereur, le fameux aigle de tête, symbole de Michel Paléologue, mais Théodore Lascaris l'avait déjà adopté, puisque Eudoxie, elle part dans les Alpes-Maritimes avec son aigle à deux têtes. J'en ai trouvé plusieurs exemples à Istanbul, hein. Celui-là est très très beau. C'est l'église Selma Tomruk. Il est magnifique, il est dans le sol, il est caché par des tapis. C'est la gardienne qui me l'a montré. Ce qui est intéressant, c'est que je travaille long. Elle me regarde et puis elle me dit viens, 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 je vais te montrer quelque chose. Et elle tire le tapis et elle me montre ça. Alors qu'elle ne savait pas que je travaillais sur les Lascaris et tout. Ça, c'est les hasards, entre guillemets, de la vie. Et ça, c'est à Coupe-Capeux. Hein, et ça, c'est au patriarcat aussi, je crois. Non, non, c'est pas au patriarcat, c'est à Panayalpida. Vous voyez, partout, cet aigle bicéphale hein, qui va symboliser les Byzantins. Alors, où va donc ben oui, j'ai pas montré Nice aussi. Ça, c'est Nice. Je montrerai après. Oui, oui, je vois pas bien. Hein. Alors, Iznik, c'est la ville actuelle d'Iznik, ce qui reste de l'empire de Nicée, de belles murailles dont beaucoup sont cassées. Vous voyez les tours? Une partie des tours sont fendues comme ça, on se demande comment elles sont debout. Tout est fendu, hein. C'est un peu effrayant, on rentre sur les remparts, mais bon. Ça, c'est la Sainte-Sophie de Nicée où Théodore Lascaris est couronné empereur. Ça, c'est l'omphalos sur lequel il a été couronné comme à Sainte-Sophie. Ils ont voulu garder les mêmes rites qu'à Sainte-Sophie. Ça, c'est le lac de Nicée. Voilà, c'est Nicée. Ah oui, ça, c'est l'intérieur de la Sainte-Sophie de Nicée, où on voit encore des traces de dessin. Et puis, donc, le lieu qui m'intéresse où partent les Lascaris en France, c'est Tende. Alors, il faut quand même préciser où ça se trouve. Hein. Vous voyez, vous avez la côte Cannes, Nice, Monaco. Et si vous montez là, attendez, je lève parce que je ne vois pas. J'arrive pas, voilà. Tende, c'est là-haut, attendez. Je le. Heureusement, je ne vois pas sur l'écran. Donc, ici, vous avez le fleuve de la Roya et vous avez ici Tende. Voilà. Donc, et là, c'est Vintimille. Donc, leur territoire, c'est ça en gros. Hein. C'est après Nice, Vintimille, leur territoire, c'est la côte et c'est surtout les montagnes. Alors, les comtes de Vintimille, ils étaient, eux, dans une position très précaire. Ils étaient toujours attaqués par les Génois, par la Provence, par les Français. Pourquoi? Parce qu'ils avaient deux choses. Ils avaient le bord de mer et ils avaient le col de Tende qui permettait de passer la route du sel. Donc, c'est un comté très petit, mais très important. Alors voilà, oula, voilà la ville aujourd'hui. Alors quand on la voit, on a du mal à imaginer. Vous voyez qu'elle est encore complètement en style italien, avec des vieilles maisons. Elle est dans son jus, vraiment dans son jus. Il y a un immeuble quelque part à l'entrée, mais c'est tout. C'est entièrement conservé comme au Moyen Âge. Moi j'adore, c'est pour ça, hein, je l'adore parce que tout est conservé. Voilà, elle a une immense église extraordinaire. Ça, c'est un rétable, je vous expliquerai après pourquoi. Je suis devant parce qu'il a été fait par un de mes ancêtres. Ça, c'est la dalle, disons, funéraire des Lascaris. Hein. Ils sont enterrés dans l'église de Tende.
Et vous voyez l'aigle à deux têtes, ici, l'aigle bicéphale des Byzantins que l'on retrouve à Tende. Il y en a de très beaux dans la ville, très anciens. Ça, c'est le blason des comtes de Vintimille de Tende. Leur château, qui a été détruit par Louis XIV et l'a fait sauter à la poudre noire en 1692. À l'époque, ils n'étaient pas français, hein, ils appartenaient à la maison de Savoie. Ce qui reste du château, une fois que Louis XIV l'a fait sauter, voilà, c'est tout ce qui reste avec la tour. Et le plus vieil aigle bicéphale de Tende qui date du XIVe siècle. Il est dans la crypte de la collégiale de Tende. Donc, vous voyez, ce lieu va devenir le nouveau fief des Lascaris. Il y a eu quand même une disproportion, évidemment. Ils sont empereurs de Nicée et ils vont partir dans un petit comté de montagne qui passe son temps à se battre contre ses voisins pour survivre. Donc, j'ai parlé de la route du sel. Ce petit comté était très important parce que c'était le seul passage pour acheminer le sel de la Provence jusqu'à l'Italie, à Cuneo et à Turin. Donc, tout le monde voulait ce comté en quelque sorte. Hein. La maison Savoie le voulait, les Français le voulaient, les Provençaux le voulaient. Et d'ailleurs, les Lascaris de Tende se sont battus jusqu'au XVIe siècle pour garder leur comté. Alors, le premier qui s'est battu, c'est Guillaume-Pierre de Vintimille de Tende, celui qui revient de Constantinople après avoir épousé Eudoxie Lascaris. Alors, il est quand même, c'était un beau mariage parce que Michel Paléologue lui donne 25 000 pièces d'or. C'est quand même une belle dot. Et ça va un peu sauver le comté. Et deuxièmement, il lui donne le droit de porter le nom des Lascaris. Troisièmement, il lui donne le droit d'adopter des armoiries à l'aigle bicéphale. Donc, si vous allez attendre aujourd'hui, il y a partout des aigles bicéphales, hein, parce que les Tendasses qui sont très très fiers de leur ascendance des Lascaris. Il y a des rues Lascaris, enfin, c'est très important. Alors, le comté va se battre contre la maison de Savoie pour rester indépendant jusqu'au XVIe siècle. Et puis au XVIe siècle, il se trouve qu'il n'y a plus de descendants masculins. Vous savez, à l'époque, on disait que le comté tombe en quenouille. Tomber en quenouille, ça voulait dire que ça passait dans les mains des femmes. Et donc, comme le comté ne pouvait pas tomber en quenouille, les deux femmes qui héritent du comté vont le vendre à la maison de Savoie. Et c'est comme ça que le comté ne va plus être comté de Tende, mais il va être inclus dans le comté de Nice. Hein, inclus dans le comté de Nice. C'est... Avant de passer à Nice, je raconte l'histoire des Lascaris de Tende. La première, bien sûr, c'est Eudoxie Lascaris, qui est née à Nicée. Elle a eu 7 enfants avec Guillaume-Pierre de Vintimille de Tende. Et il se crée vraiment une nouvelle dynastie qui est celle des Lascaris Vintimille de Tende. C'est comme une nouvelle épopée avec des contes de Tende, des contes Lascaris. Hein. Alors, à la mort de son mari en 1278, elle veut marier ses filles richement. Hein, bon, elle était quand même une princesse impériale. Elle ne veut pas marier ses filles avec des petits seigneurs de montagne de la région. Donc, elle part en Aragon, où il y avait la deuxième femme de Balthazès qui s'était réfugiée pour marier ses filles. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle emporte son icône. L'icône qu'elle a amenée de Nicée et pour laquelle elle a fait construire une chapelle à Tende en haut d'une montagne. Une chapelle orthodoxe. Hein. Ça, c'est intéressant parce qu'elle fait édifier une chapelle orthodoxe dans une terre qui est très, très catholique. Hein. Mais elle a fait y faire une petite chapelle orthodoxe avec une déisis. Et donc, elle prend son icône et elle part en Aragon marier ses filles. Et puis, en route, les chevaux refusent d'avancer quand elle est à Saragosse. Donc, elle décide que c'est un signe divin et elle va faire édifier un couvent qui existe toujours, hein, c'est le couvent de la Sierra des Monts Blancs, où elle place sa fameuse icône. En fait, elle ne retournera pas à Tende. Elle avait dit qu'elle retournerait, mais elle ne retournera pas à Tende, parce qu'elle est morte à 57 ans là-bas. Elle n'a pas eu le temps de rentrer. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a eu plusieurs visions, et en particulier,
euh, il y a eu une sorte de tremblement de terre. L'eau des sources s'est tarie et elle est descendue à la brique qui est à côté de Tende. Elle s'est baignée dans l'endroit où devaient jaillir les sources et l'eau s'est rétablie, selon le mythe. Donc, à cet endroit, elle a ordonné la construction d'une chapelle extraordinaire qui est appelée la chapelle Sixtine des Alpes-Maritimes, qui est la chapelle de Notre-Dame des Fontaines. Donc, à l'époque de Doxy, c'est seulement la construction. J'en parlerai après. Alors, il y en a une deuxième, une grande héroïne, Lascaris, qui a marqué l'histoire de Tente. C'est Béatrice Lascaris de Tente. Elle, pourquoi elle est célèbre? Parce qu'elle a épousé un condottiere italien qui s'appelait Facino Cane. Face de chien. Face de chien. C'est un homme très dangereux. Il a vendu son épée à tous les princes d'Italie pour se battre pour eux. Il a acquis une fortune colossale. Et quand il vient à Tende, il veut épouser Béatrice de Tende, hein, parce qu'il a trouvé que c'était une fille à poigne. Et elle le suit. Elle le suit sur les champs de bataille. Hein. Elle le suit sur les champs de bataille. Et puis eh bien, un jour, comment dire, les Visconti se font massacrer par les Milanais. Et ils tuent le duc Visconti et ils tuent le même jour Facinocane. Et donc, elle est veuve. Et là, on la marie. On l'a mariée avec le duc de Milan parce qu'elle est très, très, très riche. Elle a 20 ans de plus que lui, mais elle est très riche. Mais lui, il veut se débarrasser d'elle. Hein. Donc, il accuse d'avoir eu une aventure avec son troubadour et puis il l'a fait décapiter. Alors, elle est tellement célèbre que elle est tellement célèbre que Bellini en a fait un opéra. Alors là, on a des portraits, parce qu'évidemment, on n'a pas de portrait de Doxy, hein. C'est reconstitué. J'ai avancé que le temps passe. Voilà, une reconstitution de Doxy, Doxy Lascaris. Béatrice de Tende, une gravure qui la représente, et elle épouse le condottiero Facinocane. Hein, voilà. Et elle est décapitée par son époux. Alors, je me suis surtout intéressée aux héroïnes et aux femmes, hein, parce qu'elles sont incroyables dans ce petit comté. Je ne sais pas si c'est le sang des Lascaris, mais par exemple, il y a Marguerite l'Amazone, euh, épouse Honoré Lascaris le Grand, qui est un homme très important. Voilà, le voilà. Honoré Lascaris le Grand. Seulement, il est empoisonné sur ordre de la maison de Savoie en 1474. Et elle va se venger. Elle lève une armée et elle va punir tous ceux qui ont trempé dans l'assassinat de son mari. Et en particulier, il y a une histoire assez incroyable, c'est que l'assassin, celui qui a donné le poison, enfin c'était pas lui, lui c'était juste l'exécuteur, hein. Les commanditaires c'était la maison de Savoie. L'assassin qui s'appelait Parpaglia, euh, elle a fait graver son nom sur la dalle funéraire de son mari. Elle a dit comme ça, le nom de l'assassin sera écrit pour l'éternité. Je ne sais pas si, attendez. Seulement, le fameux Parpaglia, voilà, c'est ça. Le fameux Parpaglia, il ne pouvait pas supporter que son nom soit écrit sur la dalle. Et on raconte, alors ça c'est un mythe évidemment, mais bon. Une nuit, il serait allé dans l'église de Tende avec un burin et il aurait effacé, vous voyez, c'est abîmé ici, il aurait tenté d'effacer son nom avec un burin. Hein. Et puis à ce moment-là, le fantôme du comte Honoré serait sorti de la crypte et il aurait tellement peur qu'il est tombé et il s'est cassé la tête le soir. Voilà. Voilà, donc il y a des héroïnes avec de la trompe. Hein. Alors, ce qui est intéressant chez cette femme, c'est aussi qu'elle fait réaliser les fresques de la chapelle Notre-Dame des Fontaines, dont je vous l'ai dit, c'est la chapelle Sixtine des Alpes-Maritimes. Elle fait venir deux Italiens qui s'appellent Canavesio et Baleisol, qui ont fait des tas de choses dans les Alpes-Maritimes, et ils vont représenter toutes les scènes de la Passion. Mais
ce qui est intéressant, c'est que dans ces scènes de la Passion, elle met les personnages de Tende. Elle a mis son mari, je vous ai montré, hein. Ça c'est Honoré le Grand, et ça c'est elle. Voilà, elle s'est fait représenter par les peintres dans les scènes de la Passion de Jésus. Et elle a fait représenter, malheureusement je n'ai pas pu le photographier parce que quand on va à la chapelle Notre-Dame-des-Fontaines, on ne peut pas photographier, il faut être en professionnel avec. Donc ce sont des photos que j'ai copiées, hein. Et elle a fait représenter l'assassin de son mari, pendu, le ventre ouvert, enfin, elle s'est vengée de cette façon pour l'éternité en quelque sorte, hein. Donc ce sont des femmes de caractère. Après, il y a Anne Lascaris. Et là, c'est le début de la fin, enfin, entre guillemets, de Lascaris, de Tante, parce qu'elle épouse René le grand batteur de Savoie. Et donc, la maison de Savoie commence à s'emparer du comté des comtes de Vintimille. Alors, René le grand batteur de Savoie, il avait été légitimé, et puis il a été délégitimé, enfin, c'est toute une histoire. Et Anne Lascaris va essayer de se battre, conserver quand même les biens de son mari. Et lui, comme il était très déçu par la maison de Savoie, il s'est réfugié en France. C'est comme ça qu'il accompagne François Ier à la bataille de Pavie. Il participe à la bataille de Pavie, il est devenu sénéchal de Provence et il meurt des suites de ses blessures à la bataille de Pavie. Lui et son fils Claude de Thon, qui est devenu protestant, ça c'est très important parce qu'il y a eu énormément, après, de querelles religieuses chez les Lascaris entre les catholiques et les protestants, hein, c'est le XVIe siècle. Ils attaquent aussi Nice, hein. Ils attaquent Nice avec François Ier et les Ottomans, hein. Vous vous souvenez sans doute qu'en 1543, la maison de Savoie ayant prêté allégeance à Charles Quint, François Ier attaque Nice qui fait partie de la maison de Savoie. C'est un épisode célèbre de Nice. Quand on va à Nice, on le raconte partout. Il y a les héroïnes qui ont lutté contre les Turcs, etc., hein. Puisque celui qui dirige l'attaque de Nice, c'est Hayrettin Pacha Barbaros, surnommé Barbaros. Et d'ailleurs, je vous montrerai après pas tout mélanger. Voilà, donc, à partir de cette période, on peut dire que le comté va connaître des ennuis parce que Claude tente de se désintéresse un peu du comté. Et finalement, René de Savoie-Tende et sa cousine vendent le comté en 1581 à la maison de Savoie. Donc les Lascaris sont peu à peu supplantés par les ducs qui viennent de la maison de Savoie. Alors, ils ont toute une branche qui descend à Nice, hein. Comme ils n'ont plus beaucoup de pouvoir à Tende, ils descendent à Nice. Et là, on a un personnage très très célèbre qui est le grand maître de l'ordre de Malte. Voilà. C'est un personnage très important, c'est le 57e grand maître de l'ordre de Malte. Alors, comme l'ordre de Malte gagne beaucoup d'argent, il envoie de l'argent à son neveu, Jean-Baptiste Lascaris Vintimille. Et avec cet argent-là, son neveu, dont je n'ai pas le portrait, hein, je suis obligée de retourner là parce que j'arrive pas. Je suis retournée au lieu. Avec l'argent de l'ordre de Malte, son neveu va faire édifier un merveilleux palais qui est le palais Lascaris de Nice, qui existe toujours, hein. Alors ça, c'est le château de Nice qui a été détruit par Louis XIV aussi, hein. Louis XIV, il a détruit le château de Tende et le château de Nice. D'ailleurs, les Niçois n'aiment pas Louis XIV. Encore maintenant, hein, ils ne sont pas oubliés, hein. Quand vous allez à Nice dans les cafés niçois, on parle encore de Louis XIV qui a détruit le château de Nice, on parle encore de Masséna qui a attaqué les Niçois, on parle encore. Oh là là. Ils ne sont pas indépendantistes, mais presque, hein. Voilà. Alors voilà, ça c'est l'attaque de Nice par Barbaros et François Ier. Mais c'est essentiellement pour ça, parce qu'il a mis toutes ces galères.
Et puis, Barberousse, enfin, vous connaissez mieux que moi les Ottomans, ils étaient très organisés, les Ottomans. Quand ils partaient à la guerre, ils avaient tout. À manger, à boire, de la poudre, ils avaient tout. Barberousse a donné de la poudre à François Ier, hein, ils n'avaient plus de poudre, et Barberousse lui a donné de la poudre qui venait d'Istanbul. Hein. Vous voyez l'organisation de son armée. Hein. Voilà. Alors ça, ce sont à Nice les boulets tirés par les Turcs contre Nice. Il y en a 4 ou 5 comme ça. Et ça, c'est le palais Lascaris. Mais alors, il est dans une ruelle. Il est merveilleux, mais on ne le voit pas bien. Hein. Voilà sa façade en style baroque. Il est construit en 1678, c'est une merveille. Et là, vous voyez, l'aigle bicéphale des Lascaris. On l'a vu à Constantinople, on l'a vu à Nicée, on l'a vu à Tende et le voilà à Nice. Et là aussi, dans le palais, l'aigle bicéphale des Lascaris, la généalogie des Lascaris. Et donc, cet aigle bicéphale qui est une merveille. Hein. Ça, c'est l'intérieur du palais en style baroque, c'est une merveille. Vous voyez, il y a des statues, il y a des stucs, enfin. Ça, c'est l'entrée du palais. Malheureusement, c'est très étroit, on ne peut pas le photographier de loin. Mais c'est une merveille. Hein. Si vous ne le connaissez pas, quand vous allez à Nice, il faut absolument le voir. Alors, je voudrais signaler donc que les Lascaris, leur dynastie dans les Alpes-Maritimes s'éteint au XVIIIe siècle. Pourquoi? D'abord, ils sont ruinés. Parce que le neveu du grand maître de l'ordre de Malte, il a fait construire le palais. Seulement, les Lascaris, ils vivent dans le luxe. Ils dépensent énormément d'argent. Et sur une centaine d'années, ils ont ruiné la famille. Par exemple, dans le palais Lascaris, pour avoir une belle vue sur la maison d'en face, ils ont fait sculpter tout le mur de la maison d'en face. Hein. Donc, ils faisaient des dépenses sanctuaires, des dépenses complètement inconsidérées. Hein. Et donc, ils sont ruinés. Le dernier Lascaris, il s'échappe de Nice, il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'argent, et il s'échappe du palais en 1792. Pourquoi? Parce qu'en 1792, la France entre à Nice. Hein. Nice appartient à la maison de Savoie, mais c'est la Révolution en France. Et les sans-culottes occupent Nice. Ils vont occuper Nice pendant presque 25 ans. Hein. Ils occupent Nice et ils pillent Nice. Et qu'est-ce qu'ils pillent en priorité? Le palais Lascaris. Le palais Lascaris est complètement cassé. Le palais Lascaris sera restauré au XXe siècle hein, seulement. Il était en ruine, il parlait au XIXe et tout. Et au XXe siècle, il a été restauré. Maintenant, c'est un musée merveilleux à Nice. Alors, en fait, il s'est passé 2 événements majeurs qui symbolisent un peu la fin des Lascaris dans les Alpes-Maritimes. La fin des Lascaris historiques, hein, parce qu'il y a encore des Lascaris. C'est Louis XIV qui fait sauter à la mine, à la poudre noire, le château de Tente, qui était la forteresse des Lascaris, et les sans-culottes qui, en 1792, arrivent à Nice et pillent le palais. Le dernier descendant, il monte dans sa voiture et il s'échappe à Vintimille. Et il meurt là-bas plus tard. Et son palais sera confisqué par les sans-culottes. Il était tellement pauvre qu'on disait à Nice troué comme les culottes de Lascaris. Vous voyez, voilà, tellement il était devenu pauvre, ils étaient devenus pauvres, il avait croqué la dot de sa femme le haïssait, elle l'avait mis en procès parce qu'il lui avait pris son argent. Enfin, la fin des Lascaris, c'est pas très. Bon. Donc, en fait, c'est une histoire intéressante parce que je crois qu'elle illustre la roue de la fortune. Hein. D'un côté, vous avez donc l'empereur de Nicée, et puis son arrière-petite-fille qui est mariée à un petit comte de Vintimille où vous avez le grand maître de l'ordre de Malte qui donne l'argent pour construire un palais extraordinaire, et son descendant qui doit s'enfuir sans un sou, avec ses culottes trouées, pendant qu'il pille ce palais. Donc c'est une histoire un peu emblématique de la roue de la fortune. Alors, moi, je me suis intéressée aussi pour mon roman à tous ces aigles bicéphales. C'est pour ça que je vous ai montré des photos à Istanbul. À Istanbul, il y en a beaucoup. Pas autant qu'on croit parce qu'il faut les chercher dans les églises. Il y en a beaucoup à Tende.
Je n'en ai pas vu à Nice. Et il y en a à Nice, au palais, Lascaris. Mais l'emblème de Nice, c'est un aigle avec une seule tête. Hein. Bon. Mais dans le palais Lascaris, on a encore l'aigle à deux. Alors, on peut parler des autres Lascaris. Il y a eu d'autres Lascaris, mais ils ne sont pas dans les livres d'histoire. Il y a des descendants des Lascaris Fatimi de Tente. Au mois de mai, quand j'ai publié, bon, ça c'est mon roman Lascaris le sang de Byzance, ça c'est sa édition française. Il est sorti en mai 2024 et la première fois que je l'ai dédicacé, c'est au Festival du livre de Nice. Ça, c'est l'édition turque. Enfin, hier, vous voyez qu'elle est beaucoup plus grosse. Bon, elle n'a pas la même couleur et puis elle est beaucoup plus grosse parce qu'on a pensé qu'il serait mieux d'écrire les caractères un peu plus gros. Parce que là, je pense qu'ils sont illustrés. Ils ont mis des caractères un petit peu petits hein, pour lire. Il y a des gens qui m'ont dit oh, ça va quand on est jeune, mais c'est un peu difficile. Donc, un ami du 12 ans, mais vous voyez la différence entre 11 et 12, voilà ce que ça fait dans le livre. Hein. Voilà. Oui, donc il y a 5 être des descendants des Lascaris. Alors ça, c'était un peu extraordinaire pour moi. J'avais rencontré à Istanbul, qui était une descendante des Lascaris de lycée, mais honnêtement, elle ne savait rien sur l'histoire de sa famille. Hein. Mais bon, ceux de Nice non plus, hein, ils ne savent rien de très précis. Ils s'étaient intéressés par mon roman justement pour apprendre l'histoire de leur famille. Mais quand même, ils s'enorgueillissent d'être descendants des Lascaris et de descendre des enfants. Il y en a qui m'ont envoyé leur arbre généalogique, hein, par exemple. Des arbres généalogiques en grec, enfin très compliqués. Il y en a qui m'ont paru sincères et puis d'autres qui m'ont paru être un peu fantaisistes. Hein. Par contre, ils ne portent plus le nom des Lascaris en général. Il y a encore quand même des gens qui portent le nom des Lascaris. À Istanbul, en Grèce, aux Pays-Bas. En France, il n'y en a plus trop. Hein. Voilà. Mais même s'ils sont descendants des Lascaris, souvent ils descendent des branches féminines, ils ne portent plus le nom. En fait, je voudrais aussi parler de la façon dont j'ai écrit ce livre, parce que pour moi, ce livre, ça a été une énorme collecte de sources à partir de 2017. Parce que c'était très compliqué, surtout l'histoire byzantine et la quatrième croisade. Il y a peut-être 200 ouvrages sur la quatrième croisade et les Byzantins. Lequel choisir, lequel croire, lequel résumer. Donc pendant un an, j'ai surtout fait des résumés de livres d'histoire. Et j'ai commencé à le rédiger en 2018. Février 2018. Par contre, c'est la première fois que je rencontre autant de problèmes avec un livre. Parce que quand j'étais en pleine écriture du roman, d'abord ma mère est tombée malade, est devenue aveugle et je faisais tout le temps l'aller-retour entre la France et la Turquie jusqu'à ce que finalement, malheureusement, elle ne finisse par décéder. Et quelques mois après son décès, j'ai été cambriolée par un cambrioleur qui m'a volé mon ordinateur et qui m'a volé plus d'un quart de mon roman dont je n'avais pas de copie. Bon, c'est ma faute, hein, mais je n'aurais jamais. Mon ordinateur était neuf. Donc, pour moi, c'était garanti qu'il n'y aurait pas de problème. J'ai jamais pensé à un cambrioleur. Voilà. Donc, ça a été. C'est un roman qui a accouché dans la douleur au début, hein, on peut dire. En fait, je n'avais pas pensé au début faire une trilogie, mais je me suis rendu compte que c'était une trilogie. C'était la fin d'une trilogie que j'avais commencé avec les sultans seldjoukides, la sultane de ma période 13e siècle, la sultane Gurjul 13e siècle et la Scarlès aussi qui est 13e siècle. Hein. C'est après coup que je me suis rendu compte de ça. Avec mon époux, nous sommes allés sur tous les lieux du roman. Tout. Hein. Ça a été vraiment beaucoup de visites passionnantes d'ailleurs. Mais quand je décris les lieux en général, j'y suis allée, je suis montée sur les remparts et tout. À Izarne-Capeux, il y a 4 ans, 5 ans, on pouvait encore monter sur les remparts. Maintenant, c'est fini, ils ont mis des grilles, c'est interdit. Autre chose aussi, j'ai mis en scène des personnages célèbres, puisque ce que je raconte, c'est l'histoire des Lascaris que je vous ai raconté. Mais comme il fallait quand même aussi d'autres héros, j'ai imaginé une famille de serviteurs des Lascaris qui va les suivre, euh, qui est à Constantinople, qui les suit à Nicée, qui les suit à Tende et qui les suit à Nice. Hein.
Donc j'ai imaginé cette famille pour avoir un peu plus de liberté parce qu'on ne peut pas vraiment trop inventer avec les personnages historiques, un peu, mais bon, pas inventer non plus n'importe quoi. Mais si c'est un roman, hein, c'est pas un livre d'histoire. Je voudrais aussi dire la raison pour laquelle moi j'ai écrit ce livre personnel. Mais c'est pas seulement parce que c'était un sujet historique intéressant entre la France et la Turquie, c'était parce que c'est un sujet qui me concernait personnellement. C'est mon mari, Taji, qui m'a trouvé ce sujet. Un jour, il était à tendre et il m'a dit, mais pourquoi tu écris pas sur les Lascaris? Ça, c'était en 2016, je pense, 2017. Hein. Et puis je lui ai dit, mais t'as raison, c'est mon sujet. Alors je vais dire pourquoi c'était exactement mon sujet. D'abord parce que je connaissais bien l'histoire de Constantinople, puisque je vis à Istanbul depuis très longtemps, hein, depuis 4 décennies, et je m'étais beaucoup intéressée à l'histoire turque, l'histoire byzantine et l'histoire ottomane. Donc je connaissais déjà assez bien. J'avais déjà cherché sur la quatrième croisade, les objets de Constantinople, etc. Et aussi, on était allé à Iznik, aussi j'avais fait des photos à Iznik, donc je connaissais bien les lieux. La deuxième raison, c'est que tous mes ancêtres paternels depuis le Moyen Âge faisaient partie de temps. Hein. Là-bas, il y a tous les tombeaux de mes ancêtres. Si vous allez dans les chapelles, il y a leur nom. Enfin, c'est très impressionnant. Même c'est presque une chape qui vous tombe dessus quand j'y vais, parce qu'ils sont tous là. Hein. Du côté paternel, ils sont tous là. Donc c'est un sujet qui me passionnait parce qu'il y avait partout c'est Lascaris écrit partout. Les gens qui disaient nous on descendait Lascaris. Attends, il y a des gens qui m'ont dit mais est-ce que vous avez parlé de moi par exemple? Et je dis non, je suis désolée. Je n'ai pas parlé de vous parce que vous n'êtes pas dans les livres d'histoire. Je n'ai parlé que des Lascaris qui sont dans les livres d'histoire, mais il y en a où à l'abri qui disaient mais vous n'avez pas parlé de moi alors quand même, ils sont pas contents parce que je n'ai pas parlé d'eux dans le roman. Hein. Voilà. Donc pour moi, c'était très très important le territoire de Tende parce que c'est un comté qui a beaucoup souffert. Souffert quoi? Il a été, je vous ai dit, il a été disputé par les Génois, la Provence, la Maison Savoie, mais il a été aussi disputé entre la France et l'Italie. C'est-à-dire que au XIXe siècle, quand le comté de Nice passe à la France en 1860, on coupe un bout et on laisse Tende et la brigue à l'Italie. Hein. Donc ils se sont sentis un peu déshérités parce qu'ils étaient un coup abandonnés dans les montagnes hein, et ils n'avaient plus aucune richesse, etc. Et puis, ils étaient restés italiens. En 1947, on les fait devenir français. Et là, ça a été un drame pour beaucoup de gens, non pas parce qu'ils ne voulaient pas devenir français, pardon, mais parce que du jour au lendemain, il fallait parler français, alors qu'ils parlaient tandasque italien. Il fallait aller à l'école en français, il fallait aller à la messe en français. Donc, c'était un drame pour beaucoup de gens, d'autant plus que ça se passe en 1947 et qu'après, plus tard, il y a eu la guerre d'Algérie et les jeunes ont été envoyés à la guerre d'Algérie. Ça, ils n'ont pas pardonné à la France. Hein. Je suis désolée de le dire encore maintenant, ils en veulent à la France en disant nous on est devenus français, voilà, ils ne se sont pas occupés de nous et en plus ils ont tué nos jeunes à la guerre d'Algérie. C'est vrai qu'ils ont envoyé spécialement un bataillon de Tandasque là-bas. Hein, voilà. Alors c'est un comté qui n'a pas été épargné. Il y a 4 ans, il y a eu une énorme tempête qui s'appelait Alex qui a ravagé le comté. Moi j'étais tellement désolée, j'ai écrit à l'époque à Emmanuel Macron en lui disant sauvez-le, faites quelque chose. Alors, je ne sais pas si j'ai influencé, mais 3 jours après, il est arrivé à temps d'un hélicoptère. Ça n'a pas changé grand-chose, honnêtement. Hein. C'est la région qui a dû reconstruire tout ce qui avait été cassé par la tempête Alex. C'est pas fini, hein, c'est toujours en reconstruction. Voilà. Donc, pour moi, c'était un lieu spécial. Et puis aussi Nice, parce que j'ai fait toutes mes études à Nice. C'est une ville que j'adore, où je suis restée très souvent. Je connaissais très très bien le Palais Lascaris, j'y allais quand j'étais jeune fille. Enfin, donc j'ai eu plaisir. Disons que les Alpes-Maritimes, c'est ma région, puisque avec mon époux, nous avons même écrit pour les Turcs guide touristique sur la Côte d'Azur, hein, qui s'appelle la Côte d'Azur en turc. Voilà. Donc c'est-à-dire que le roman Lascaris pour moi, c'était très très important en fait. Vraiment, parce que ça faisait appel à tout ce qui avait été important dans ma vie. La ville d'Istanbul, où quand même je me suis mariée, j'ai élevé mes enfants, j'ai été professeure à Istanbul. Là, très grande partie de ma vie s'est passée là. La ville de Nice, où j'ai été étudiante et qui est une ville que j'adore. Et
le comté de Tende aussi, qui était disons, le pays de mes ancêtres et où j'ai toutes mes racines. Donc c'est un roman que j'ai écrit vraiment, je peux dire, de tout mon cœur, comme si quelqu'un m'avait ordonné de le faire. Ça, je vais peut-être pas passer, je ne suis pas illuminée du tout, hein, mais c'est comme si quelqu'un m'avait dit, voilà, tu vas écrire ça. Je l'ai senti comme ça. Surtout à Tende, hein, comme s'il fallait parler de tout ce comté qui avait eu une vie si chaotique et si difficile. Je l'ai senti presque comme une mission devoir de mémoire qui m'était imposée par quelqu'un. Quand je suis à temps, je vois les noms de mes ancêtres, je me dis, oh, ça y est, vous êtes content, je l'ai écrit. Hein. Ça y est, j'ai rempli mon devoir. Bon, c'est un truc complètement fantaisiste, c'est ce que je dis. Mais je l'ai ressenti comme ça. Voilà. Donc, voilà, donc le roman, il est paru en France et puis il vient de sortir en Turquie en français grâce à un partenariat entre les deux maisons d'édition. Et puis, bon, j'espère qu'il aura des lecteurs en Turquie, mais non, il faut le traduire en turc. C'est un gros travail, je ne sais pas qui va le traduire, parce que vous imaginez, hein, il faut avoir du courage contre tous. Voilà. Mais je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions à me poser, je suis prête à. Oui. Bonjour madame, je me Bonjour, oui. présente Kaya Gönülçer. Oui. Avant tout, félicitations pour cette très très belle présentation. Merci. Vraiment, vous pouvez ressentir la passion. Ah oui, oui, je suis très passionnée par le sujet, oui. Question. Oui, bien sûr. Si j'ai bien compris, c'est un roman basé bien évidemment sur des faits historiques. Oui, oui. Vous avez pas mal raconté sur les faits historiques ce soir. Est-ce que ces faits se retrouvent dans une façon détaillée comme vous l'avez Oui, oui. expliqué? C'est-à-dire que pour l'essentiel du roman, j'ai suivi la trame que je vous ai racontée tout à l'heure. Hein. La première partie, c'est la quatrième croisade. La deuxième partie, c'est l'Empire de Nicée. Après, c'est Tende et après, c'est Nice. Oui, oui, j'ai suivi les grands événements historiques. Oui. Oui. Mais après, pardon, à partir de Tende, je vais dans le temps. Hein. Je m'étends jusqu'au XVIIIe siècle. Je me suis demandé s'il y a vous avez parlé des sources, est-ce qu'il y a des archives spécialement dédiées à la famille? Oui, il y a énormément d'archives. Bon, déjà, sur les Byzantins, il y a beaucoup de documents, hein, je n'ai pas tout lu, hein. Mais sinon, pour le comté de Tende, oui, il y a des archives, en particulier à Turin. Lorsque le comté est passé à la France, les archives de Tende et de la Brigue ont été apportées. Elles étaient à Turin, elles sont venues à Tende. Alors, ces archives ont été numérisées. Et on peut les lire. Je connais deux généalogistes qui travaillent sur ces archives, c'est très difficile. Je vais vous dire pourquoi c'est difficile. À partir du XVIIe siècle et avant, les rédacteurs ont écrit à l'encre deux côtés de la page pour économiser le papier. Ce qui fait que très souvent, l'encre, elle a coulé de l'autre côté et puis on ne peut plus lire. Hein. Il faut être un généalogiste professionnel avec des objets, des caméras spéciales pour pouvoir lire ça. Oui. Mais oui, oui, bien sûr, il y a des archives. Il y en a beaucoup même. Votre roman, c'est un peu particulier parce que vous avez dit qu'il y a trois parties. Donc, Oui. vous commencez déjà très tôt et vous avez les autres parties. Est-ce que les historiens ont aussi traité des sujets comme ça ou est-ce que votre bouquin peut-être est même devenu une sorte de référence pour les historiens? Mais les Lascaris, les descendants des Lascaris, ont écrit, j'ai reçu beaucoup de courriers, ils m'ont dit, c'est super, vous avez raconté notre histoire et tout. J'ai lancé la mode des Lascaris. Je vais vous dire pourquoi. Mon roman sort en mai, donc j'ai fait dédicace au Festival du Livre de Nice et puis dédicace à Tende. Et puis qu'est-ce que je vois annoncer à Tende alors qu'ils n'ont jamais parlé des Lascaris avant? Un immense panneau, promenade Lascaris au flambeau la nuit. Hein. Bon, donc ça c'est très très intéressant. Après moi, peut-être, il est sorti aussi un livre, alors avec un monsieur que je connais, on ne se connaît pas, il s'est passé une chose très intéressante. Un monsieur qui a écrit sur Eudoxie, Lascaris aussi, en France. Mais là, on ne se connaissait pas, on ne s'est jamais parlé, et tous les deux en même temps, on écrivait sur les Lascaris. Alors maintenant, il est sorti aussi un livre sur Tente qui parle des Lascaris. D'un coup, il y a eu
de bouillonnement et une petite boîte d'ascaris. Oui, ça c'est très intéressant. Bon, je peux vous dire que j'ai beaucoup envie de lire votre bouquin. Ah ben, Où est-ce que je peux le trouver? Où est-ce que je peux Tant le mieux. acheter? Écoutez, j'en ai quelques-uns ce soir, sinon il sera au marché de Noël d'Istanbul, l'accueil le 7 et le 8. Mais il sera le 7 et le 8. Réservation. Et après, bon, mais il sera en vente en librairie, dans les librairies qui vendent des livres. Je pense qu'il sera dans la librairie au consulat, enfin, j'espère. Voilà. Merci beaucoup, madame. De rien. Est-ce que quelqu'un a une question? Bon, ben alors, écoutez, je vous remercie. Oui, une autre question? Ah, non, mes remerciements, professeur. Ça va faire 20 ans que je ne vous ai pas écouté. Ah, Et quel plaisir de vous entendre de nouveau. Et au nom des anciens théologies, je vous remercie. si ça je vais pas en parler. Miss Web de France. Tu as eu ton bac en 2006? Oui.